Excellent. Bon, ben c'est parfait. On va commencer tout de suite par respect pour votre temps. Première des choses, un grand merci d'être présent ce soir. C'est très, très apprécié. La formation aujourd'hui, le but de la rencontre de ce soir, c'est pour vous, en fait. C'est directement pour répondre aux plus de questions qu'un premier acheteur peut avoir concernant le processus d'achat. On est très, très conscient qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur Internet qui peuvent faire en sorte que ça rend les choses plus compliquées ou qu'il y ait trop d'informations. Puis finalement, ben, ça fait en sorte que ça a l'air plus compliqué qu'autre chose. Donc les gens surtout se mettent en mode ils figent puis nécessairement ne passent pas à l'action. Donc le but de la formation aujourd'hui, c'est vraiment de seulement vous donner les informations qui sont importantes et primordiales par rapport au processus d'achat. Bien évidemment, on n'aura pas le temps en 60 minutes de couvrir 100% tout ce qui touche par rapport au processus d'achat. Bien évidemment, il y a des petits détails à gauche et à droite, mais d'avoir les bases, je vous confirme que d'ici 60 minutes, de savoir et comprendre ces informations-là, ça va définitivement vous placer en avant de 99% des acheteurs qui sont sur le marché. C'est rien de compliqué, c'est vraiment juste de bien maîtriser la base, puis après ça, c'est beaucoup plus simple et facile pour vous en tant qu'acheteur, premier acheteur, de mettre le processus de l'avant. Donc, dans les prochaines 60 minutes, quatre choses qu'on va faire. Dans la première des temps, ça va être, il y a beaucoup de choses qu'on va regarder ensemble, mais principalement, c'est dans quelle gamme de prix vous pouvez acheter. C'est une des questions les numéro un que la plupart des acheteurs vont se poser comme question, va se dire, ben, tu sais, selon ma situation, c'est quoi que je peux me permettre? C'est une question qui est très, très importante parce que les propriétés, comme vous pouvez le savoir, il y en a dans toutes les gammes de prix, donc c'est important de cibler les propriétés que ça fait du sens avec vos finances, votre budget, ce genre de choses-là. On va aussi parler des trois erreurs à éviter en tant que premier acheteur. C'est des erreurs que on voit à chaque année, que même encore en 2026, beaucoup d'acheteurs, de premiers acheteurs font ces erreurs-là. Puis je vous confirme, si vous comprenez ça, si vous savez ces erreurs-là, puis vous les faites pas, encore une fois, je vous dis, vous êtes déjà en avance sur beaucoup, beaucoup d'acheteurs. Puis bien évidemment, on parle d'une transaction de centaines de milliers de dollars, donc c'est pas des erreurs qu'on veut faire, donc très, très important. Comment ne pas payer 1 dollar de trop pour la propriété que vous allez acheter, que ce soit cette année, l'année prochaine ou plus à long terme. Vraiment s'assurer de cibler le juste prix. Puis à la toute fin, ben, en plus, c'est le fun, on est un petit groupe privé. Vous allez pouvoir poser vos questions directement si peut-être une situation particulière ou quoi que ce soit, des choses que vous voudriez adresser, on va pouvoir y répondre directement. Puis c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on va aussi vous partager une façon d'économiser 500 dollars sur votre achat. Bien évidemment, c'est pour ceux qui vont passer à l'action. Donc, qui qu'on est rapidement, notre équipe s'appelle Jumeau Immobilier. Jumeau Immobilier, c'est pas une agence immobilière, c'est vraiment le nom de notre équipe. La seule raison pourquoi ça s'appelle Jumeau, c'est qu'on est deux frères jumeaux identiques. Moi et mon frère, moi, c'est Médéric, puis lui, c'est Émeric. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Puis on a décidé de faire Jumeau Immobilier parce que on se rend compte que partout au Québec, mais surtout à Gatineau, en Outaouais, la plupart des acheteurs ne sont pas représentés. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, sont mal épaulés dans leur processus d'achat. Puis justement, ben, nous, on a décidé de se spécialiser avec les premiers acheteurs. Puis c'est la raison aussi pour qu'on fait des rencontres Zoom comme ce soir, là, ce genre de contenu-là. Donc, première des choses que je veux rapidement vous parler, c'est que de plus en plus de gens vont se retourner vers Gatineau pour l'achat d'une propriété. Je suis pas en train de dire, exemple, que Ottawa, c'est un mauvais choix, mais si on compare des pommes avec des pommes, au niveau de la gamme de prix, le prix moyen d'une propriété, ça va être à 450 000, entre 450 et 475 000 à Gatineau, tandis qu'à Ottawa, ça va être à 670 000. Puis pour les autres grandes villes du Canada, exemple Vancouver, Toronto, Montréal, ben ça va être largement plus élevé. Là, je sais, tu sais, ce que vous dites, le prix des propriétés est déjà assez haut comme ça, mais c'est important de comprendre que si on compare avec les autres grandes villes, Gatineau reste définitivement beaucoup plus abordable que ces autres grandes villes-là. Je suis pas en train de dire que vous ne devriez pas acheter à Ottawa si vous regardez à Ottawa, mais si vous comparez vraiment des pommes avec des pommes, Gatineau est un secteur qui reste quand même très, très intéressant là, pour l'achat d'une propriété face aux autres grandes villes du Canada.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, les trois erreurs super coûteuses à éviter. Puis encore une fois, si vous avez des questions sur quoi que ce soit que je vais vous mentionner, n'hésitez surtout pas, il va y avoir une période de questions à la toute fin. La première des erreurs qui est très, très importante, je commence par la plus importante pour être certain que ça soit clair et qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est de contacter le courtier immobilier qui vend la propriété. Puis là, je vais vous donner un petit peu plus de contexte, de scénario, parce que c'est important de comprendre que en tant que courtier immobilier, nous, on peut jouer deux rôles. On peut soit aider des gens à acheter une propriété ou on peut aider des gens à vendre une propriété. Ce qui est très, très important à comprendre, c'est que toutes les propriétés que vous voyez, exemple, dans la rue, ou c'est qu'il y a une pancarte, ou sur Centris, ou peu importe, ben, c'est des propriétés qui sont à vendre par d'autres courtiers immobiliers. Donc, des gens qui font exactement le même travail que nous, Jumeaux Immobiliers, mais qui sont du côté vendeur. Donc, exemple, premier scénario, vous voyez une maison qui vous intéresse dans la rue. Il y a une pancarte, je suis pas mal sûr que vous avez déjà tous vu des pancartes devant les maisons, il y en a partout à Gatineau. Ben, le courtier immobilier qui est sur la pancarte de la propriété qui vous intéresse, ben, il s'est fait engager par le vendeur. Il négocie pour le vendeur. Il représente uniquement les intérêts du vendeur. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est la pire chose que vous pourriez faire, de contacter ce courtier immobilier-là pour avoir plus d'informations sur cette maison-là ou pour planifier une visite avec lui. Puis, on va voir plus en détail pourquoi c'est un problème. Le deuxième scénario, c'est la même chose, mais version en ligne, je vais le dire comme ça. Vous êtes sur Centris, vous voyez une maison qui vous intéresse. Ben, vous faites une demande d'information pour avoir plus d'informations ou pour potentiellement la visiter, ben, la personne qui va recevoir la demande d'information, c'est le courtier immobilier du vendeur. Puis, je vais vous expliquer ici pourquoi c'est super important de ne pas contacter ce courtier immobilier-là. C'est important de comprendre que celui-ci a été engagé par le vendeur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le courtier immobilier qui vend la propriété, son objectif, c'est de vendre le plus cher. Tu sais, le vendeur veut vendre le plus cher, vous voulez payer le moins cher, mais le courtier du vendeur veut vendre le plus cher, veut obtenir les meilleures conditions pour le vendeur, il peut seulement représenter les intérêts du vendeur seulement. Donc, il n'est pas dans, je vais le dire comme ça, il n'est pas dans votre équipe, si je peux le dire comme ça. Euh, il négocie pas le meilleur prix pour vous, il ne vous aide pas à obtenir les meilleures conditions, puis légalement, il ne peut pas vous représenter. Donc, la première des erreurs, c'est de ne jamais contacter le courtier immobilier du vendeur. La solution, c'est super simple, c'est d'avoir son propre courtier immobilier. Donc, quelqu'un qui représente juste les intérêts de l'acheteur, qui négocie juste pour l'acheteur, qui va obtenir le prix juste pour l'acheteur. De cette façon-là, c'est beaucoup plus juste et équitable pour les deux parties. Donc, ce que le courtier immobilier acheteur fait pour vous, ben, de la même façon que le vendeur, mais là, du côté acheteur, il négocie le prix pour vous, il protège vos intérêts, il repère les pièges, il vous conseille objectivement, puis il défend votre position en négociation. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il n'y a absolument aucun frais ou commission ou d'honoraires pour avoir son propre courtier immobilier. Parce que là, peut-être vous vous dites, ben oui, bien évidemment, tu sais, si j'achète une propriété, je vais avoir quelqu'un qui défend mes intérêts, qui négocie pour moi, pour ma famille, mais y a-t-il des frais? Y a-t-il une commission? Comment que ça fonctionne? Puis, de la façon que ça fonctionne, c'est partout comme ça au Québec, même en Ontario. C'est pas différent pour Jumeau Immobilier, ce que je dis ici, là. C'est pareil avec tous les courtiers immobiliers. C'est que c'est toujours le vendeur qui va payer la rétribution. Toujours, toujours, toujours. Donc, si on suit l'image ici, ici, on a monsieur le vendeur qui vend sa propriété. Pour vendre sa propriété à Gatineau, la commission standard, c'est 4%. Donc, s'il y a deux courtiers immobiliers qui sont impliqués dans la transaction, donc le courtier du vendeur, puis exemple, votre courtier immobilier qui vous représente en tant qu'acheteur, ben, le 4% que monsieur, madame le vendeur paye, ben, il y a un 2% qui vont aller au courtier du vendeur, puis un 2% qui va aller au courtier de l'acheteur. Donc, c'est de cette façon-là que votre propre courtier immobilier est payé pour vous représenter. Donc, autrement dit, je peux le dire d'une autre façon, nous, notre job, Jumeau Immobilier, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accompagne des acheteurs puis de la façon que nous, on est rémunérés, ben, je ne voudrais pas simplement vous dire on travaille gratuitement. Bien évidemment, on gagne notre vie comme tout le monde. C'est comprendre que on est toujours payé par le partage des rétributions. Donc, il n'y a aucun acheteur qui nous paye quoi que ce soit. Puis, c'est vraiment fait pour que ça soit juste et équitable. Donc, pour vous, en tant qu'acheteur, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission pour avoir son propre courtier immobilier. Puis, c'est là que ça devient très, très important à comprendre parce que si vous pouvez avoir votre propre courtier immobilier, quelqu'un qui vous représente, puis que ça vous coûte rien, puis pour le vendeur, ça va pas lui coûter 2% de plus, ça va lui coûter 4% à la base. Donc,
pourquoi ne pas en prendre avantage? Ben, tu sais, c'est des choses importantes comme ça à savoir, vous voyez. Donc, ça, c'est pour la première des erreurs. Puis, bien évidemment, j'ai quand même essayé d'y aller vite parce que je veux être respectueux de votre temps. On pourrait en parler longtemps. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, bien évidemment, on va pouvoir y répondre à la fin, là, dans la période des questions. Mais s'il y a une seule chose à garder en tête de cette présentation-là ce soir, c'est ayez votre propre courtier immobilier pour vous représenter. Ça vous coûte rien, ça vous pénalise pas, mais au moins, il y a quelqu'un qui, qui est là pour représenter vos intérêts. Donc ça, c'est pour la première erreur. Pour la deuxième des erreurs, c'est d'aller voir directement sa propre banque pour acheter une propriété. Puis à première vue, ça peut sembler faire du sens. Il y a beaucoup d'acheteurs qui se disent, bon, mais si j'achète une propriété, je vais prendre rendez-vous avec ma banque, je vais aller voir combien que je peux payer je peux me permettre pour l'achat d'une propriété. Le problème qui arrive avec ça, c'est que ici, on le voit, le scénario A, le spécialiste à la banque, ben, c'est qui la personne à la banque travaille seulement pour la banque, donc a seulement accès au taux d'intérêt de sa banque. Donc, il veut vraiment juste vous donner les options de sa banque. Puis, la réalité, c'est que c'est pas nécessairement la banque à qui vous allez prendre un rendez-vous qui va avoir les meilleurs taux, les meilleures conditions. Donc, la deuxième option qui s'offre à vous concernant tout ce qui touche votre financement hypothécaire quand vous allez être prêt à acheter une propriété, ben moi, je vous recommande très fortement de passer par un courtier hypothécaire. Parce que le courtier hypothécaire, non seulement il a clairement accès à votre banque, peu importe c'est laquelle, donc premièrement, il va pouvoir comparer votre banque, mais aussi il va pouvoir comparer toutes les autres institutions financières. Donc, exemple, Desjardins, BMO, CIBC, Scotia, TD, Banque nationale. Donc, c'est comme un courtier d'assurance pour les automobiles ou pour la maison ou quoi que ce soit, c'est de comparer puis voir où que ce serait le plus avantageux pour vous. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas une banque meilleure qu'une autre. Peut-être qu'en date d'aujourd'hui, ce serait avec BMO que ce serait le plus avantageux pour vous pour acheter une propriété. Exemple, les taux d'intérêt, remise en argent, ce genre de choses-là. Mais peut-être que dans 3 mois, pour X, Y raison, ça va être avec Desjardins. Puis peut-être que dans 6 mois, ça va être avec Banque nationale. Puis ça, bien évidemment, vous voulez le savoir. Vous voulez pas prendre la chance d'aller voir une seule banque puis de pas nécessairement obtenir les meilleures conditions. Puis c'est important de comprendre que la personne à la banque, exemple que vous allez voir Desjardins aujourd'hui, puis si Desjardins n'ont pas les meilleurs taux d'intérêt, mais la personne chez Desjardins ne vous dira clairement pas, Monsieur, Madame, vous êtes mieux aller voir BMO en ce moment, c'est eux qui ont les meilleurs taux. Ils vous diront jamais ça parce que la personne à la banque va, va tout faire pour vous garder à sa propre banque. Tandis que le courtier hypothécaire, lui, il a un conseil qui est plus objectif. Ça ne change absolument rien pour lui, que ce soit BMO, CIBC, Scotia, TD. Lui, il regarde toutes les options selon votre profil, selon votre situation, selon le temps de l'année, selon votre projet. Puis, ben, il vous guide vers l'institution financière qui ce serait la plus avantageuse pour vous. Donc, accès à plusieurs institutions, magazines, obtient le meilleur taux. Puis, on va en parler aussi. Il y a absolument zéro frais ou commission ou quoi que ce soit à travailler avec un courtier hypothécaire. Encore une fois, c'est comme, je suis pas en train de dire qu'ils travaillent gratuitement, bien évidemment, tous les courtiers hypothécaires gagnent leur vie comme n'importe qui. C'est juste que encore une fois, c'est pas l'acheteur qui paye le courtier hypothécaire. La façon que ça fonctionne, c'est que, exemple, advenant que cet automne, vous achetez une propriété, puis qu'à ce moment-là, ce serait avec Desjardins le plus avantageux. Bon, mais parfait, vous prenez votre hypothèque avec Desjardins. C'est Desjardins qui va payer directement le courtier hypothécaire pour service rendu. Donc, il n'y a pas de frais ou de commission. Tu sais, je vous dirais, tu sais, on travaille avec des centaines d'acheteurs, de premiers acheteurs. 100% d'eux, puis je peux vous garantir qu'aucun d'eux ont reçu une facture ou une commission ou quoi que ce soit à payer. Puis parce que c'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Donc, juste vous rassurer, il n'y a aucune différence entre la banque et le courtier hypothécaire, autre que justement, au moins, vous allez avoir quelqu'un qui va magasiner par rapport à toutes les banques puis trouver le meilleur taux. Mais aussi, sinon, par rapport à frais, commission, dans les deux cas, vous n'avez pas de frais ou de commission pour faire ce processus-là, là. La raison pourquoi je parle ici de préapprobation bancaire, non seulement parce que vous voulez vous assurer d'obtenir les meilleures conditions au niveau de votre financement, mais je sais que ça peut sembler loin, tu sais, vous êtes peut-être pas nécessairement prêt à acheter une propriété, mais pour maintenant, qu'est-ce qui est important par rapport à ça, c'est de déterminer c'est quoi le montant maximum que vous pouvez vous permettre. Parce qu'il y a des propriétés, dépendamment de votre situation, il y en a à 400 000, il y en a à 600 000, il y en a à 900 000, il y en a dans toutes les gammes de prix réellement. Mais c'est facile pour vous en tant que premier acheteur de se perdre puis de ne pas savoir quelle propriété à regarder. Donc,
le courtier hypothécaire, non seulement il va pouvoir magasiner, voir où que ce serait le plus avantageux pour vous pour l'achat d'une propriété, mais surtout vous dire c'est quoi le maximum que vous pouvez vous permettre pour l'achat d'une propriété. Donc, de cette façon-là, vous regardez, vous comparez, vous ciblez uniquement les bonnes propriétés. Donc, juste pour vous donner une petite... vous allez voir dans la prochaine slide, il va y avoir un petit peu un tableau là, avec des petits exemples par rapport aux revenus, puis selon le revenu, combien que ça donne en montant de pré-approbation bancaire. Mais juste pour vous donner une petite idée, le courtier hypothécaire ou la banque, peu importe, le calcul qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre vos revenus, ils vont enlever vos dettes, ils vont regarder votre carte de crédit, ils vont regarder le taux d'intérêt, votre mise de fonds, et c'est ça qui va vous donner le montant maximum que vous pouvez vous permettre pour l'achat d'une propriété. Fait que c'est pas juste un petit calcul de OK, vous gagnez, vous avez ces 50 000 de mise de fonds, fait que vous pouvez acheter pour X montant. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, c'est aussi pour ça que c'est pas à prendre à la légère. Vous voulez pas vous retrouver à regarder des maisons de 475 000, puis finalement, votre maximum, c'est 350, vous comprenez? Fait que c'est un processus qui est gratuit puis qui vous engage à rien, mais que je vous recommande de faire le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, si jamais le montant que en ce moment, vous qualifiez n'est pas nécessairement à la hauteur de ce que vous recherchez. Donc, exemple, en ce moment, vous êtes préapprouvé pour 300, puis vous auriez besoin de 400 000 pour acheter le type de propriété que vous souhaitez acheter. Ben, cette information-là, vous voulez le savoir le plus tôt possible, pas un mois avant que vous prévoyez acheter. Parce que si jamais vous le savez plus tôt, bon, au moins vous savez quoi faire. Le courtier hypothécaire, exemple, peut vous aider à augmenter ce montant-là pour qu'exemple, dans 6 mois, vous puissiez avoir le montant que vous avez besoin pour qualifier pour le genre de maison que vous voulez acheter. Donc, encore une fois, si vous allez avoir des questions par rapport à ça, on va pouvoir en parler, en discuter plus vers la fin. Mais je voulais quand même vous donner une petite idée visuelle de par rapport aux revenus. C'est vraiment un approximatif. Encore une fois, fiez-vous pas à ça à 100% pour aller visiter des maisons demain ou aller faire un offre demain matin. C'est vraiment approximatif. Puis, tu sais, j'ai pris en compte que c'est quelqu'un qui a peu ou pas de dette, puis que c'est un 5% de mise de fonds, mais clairement, si vous avez beaucoup de dettes ou plus de mise de fonds, quoi que ce soit, ça va varier. Fait que c'est vraiment juste approximatif. Si vous avez un revenu de 50 000 annuel, la capacité, c'est 250. 75 000, on va à 375. 100 000 de revenus, on parle de 500 000. 125, 625, 150, 750. 150 000, 750 au niveau de la capacité. Donc, qu'est-ce que je veux vous amener votre attention ici rapidement, c'est que tu sais, on peut se dire, exemple, que vous êtes dans la situation où que vous avez un revenu de 60 000. Donc, vous êtes entre le 250 et le 375. Ben, peut-être aussi que vous réalisez que, ben, tu sais, dépendamment de ce que vous recherchez, peut-être que ça va être tight ou que ça ne fonctionnera pas vraiment ou qu'il n'y a rien dans cette gamme de prix-là. J'apporte l'attention ici à personne seule. Beaucoup de premiers acheteurs nous disent, bon, mais je devrais-tu acheter à deux, exemple, acheter mon conjoint, ma conjointe. La réalité, juste pour que vous ayez les bonnes attentes, exemple, sur 10 premiers acheteurs, 9 personnes sur 10 vont acheter à deux. Acheter seul, c'est quand même, tu sais, je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est quand même difficile en 2026 et pour les prochaines années. Le prix des propriétés, comme on l'a mentionné tantôt, on est rendu à environ 450 à 475. Donc, tu sais, on veut viser au moins avoir proche d'un revenu de environ 100 000 mais tu sais, c'est pas tout le monde qui gagne 100 000 seul. Par contre, si vous avez, exemple, 60 000, puis votre conjointe a 40 000, ben, la façon que la banque, le courtier hypothécaire, va prendre ça, c'est qu'ils vont vous mettre ensemble comme si vous étiez une personne. Fait que maintenant, vous avez un revenu de 100 000 ensemble, un revenu ménage de 100 000 qui vous permet de qualifier maintenant pour un montant qui est peut-être plus intéressant. Donc, la réalité, c'est que à moins que vous avez des très gros revenus puis que vous avez une excellente situation, nous, on recommande toujours de faire le processus de préapprobation à deux pour voir c'est quoi, tu sais, les options complètes de votre situation familiale. Puis après ça, bien évidemment, vous pouvez évaluer ce que vous souhaitez faire. Un autre petite mention rapide, un petit truc, ben, c'est pas nécessairement un truc, mais c'est bon à savoir. Si pour X raison en ce moment, ben, le montant que vous qualifiez, c'est pas nécessairement aussi haut que vous aimeriez, ben, c'est important de comprendre que parfois des premiers acheteurs vont se tourner vers l'option d'acheter un duplex. Donc,
premièrement, ça vous aide à rentrer dans le marché, étant donné que tu sais, le but, c'est pas d'attendre puis de jamais acheter, mais le point, c'est que le duplex va vous permettre de qualifier pour un montant plus élevé. Donc, si on regarde deux fois les revenus de 75 000, ben pour une maison, ça va être 375 000. Pour un duplex, ça va être 450 à 500 pour le même revenu annuel. La raison est super simple, c'est que le courtier hypothécaire va pouvoir prendre en considération le revenu que le loyer va générer. Donc, exemple, vous habitez dans un des logements, l'autre logement est en location, mais à cause que ça génère un revenu, ben, la banque va pouvoir vous prêter plus par rapport à ça. Donc, parfois, tu sais, je sais que c'est pas pour tout le monde, puis tu sais, si vous avez des enfants, vous voulez plus d'intimité ou ce genre de choses-là, c'est pas pour tout le monde d'avoir un locataire ou de regarder pour un duplex, mais ça peut être quand même une porte qui est très, très intéressante. Au lieu de juste dire, ben, je vais attendre encore 2, 3 ans, ben, de y aller avec un duplex qui va vous permettre de pouvoir qualifier avec un montant plus élevé, ça peut être quand même une option intéressante. La troisième des options, très, très important, très mal compris aussi par rapport aux premiers acheteurs, c'est de ne pas avoir accès à toutes les propriétés sur le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'acheteurs, par mégarde, je vais le dire comme ça, se disent, ah ben je vais regarder seul parce qu'ils veulent pas nécessairement, je vais le dire comme ça, s'impliquer avec un courtier immobilier ou ils sont pas nécessairement encore prêts ou sérieux pour se dire, OK, je travaille avec un courtier immobilier. Fait que je regarde juste par moi-même. Le problème qui arrive avec ça, c'est comme j'ai expliqué tantôt, quand vous regardez juste par vous-même, ben, vous vous mettez dans la position à risque de, si vous voyez une propriété, ben, vous n'avez personne à qui contacter ou pour envoyer la propriété. Fait que vous allez contacter le courtier immobilier du vendeur, ce qu'on veut pas. Fait que ça, c'est la première des erreurs par rapport à ça. La deuxième des erreurs que je vais expliquer par rapport à ce qu'on voit ici à l'écran, c'est de comprendre que en tant que courtier immobilier, on a accès à toutes les propriétés qui sont sur le marché. On a accès aux propriétés qui sont à vendre à Gatineau. Je sais que vous ne regardez pas, probablement pas à Montréal, mais on a accès à toutes les propriétés dans le Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières, en Gaspésie. On a vraiment accès partout, partout dans le Québec. Puis la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que parfois les acheteurs par manque d'informations, juste parce qu'ils veulent voir plus d'options, ben, ils se disent, bon, ben, je vais demander à 3, 4 courtiers immobiliers de m'envoyer des propriétés. Peut-être que lui est plus à Hall, peut-être il travaille plus avec des duplex, lui il spécialise peut-être dans les condos. La réalité, c'est qu'on a tous accès aux mêmes propriétés. Donc, que votre courtier immobilier soit avec Remax, Royal Lepage, Via Capital, Century 21, EXP, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai accès à toutes les propriétés de Remax. Les courtiers immobiliers de Remax ont accès à toutes nos propriétés et vice-versa. C'est ce qu'on appelle le réseau MLS. Donc, Centris, Realtor, tout ce que probablement, vous voyez en ligne, ça fait partie du même réseau de propriétés. La raison pourquoi je mentionne ça, c'est qu'exemple que vous, ce soir, exemple, vous me diriez, moi, je recherche un duplex à Elmer. Puis exemple qu'il y a 11 résultats, il y a 11 propriétés à vendre. Puis si demain matin, vous demandez à un autre courtier immobilier de vous envoyer les duplex à Elmer, ben il va avoir les mêmes 11 résultats. Il va vous envoyer les mêmes 11 propriétés parce qu'on a tous accès aux mêmes propriétés. Donc vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas nécessairement d'avantage de magasiner avec 3, 4 courtiers immobiliers. Je vous recommande définitivement de juste travailler avec un avec qui vous avez confiance, que vous voyez la valeur. C'est comme un médecin ou un dentiste ou un avocat. Tu sais, restez avec un, bâtir une relation de confiance, puis de quelque chose vraiment de solide avec une personne, puis définitivement, ça va être beaucoup moins de stress puis de complications pour vous, là. Donc, un seul courtier immobilier, puis vous avez accès à toutes les propriétés. Maintenant, un autre point que je fais des rencontres Zoom à longueur de semaine, j'en fais plusieurs par jour avec des premiers acheteurs comme vous. Puis un point qui revient tout le temps, c'est est-ce que le prix qu'on voit, exemple sur Centris ou peu importe, est-ce que c'est le prix affiché, est-ce que ça va être le prix qu'on va payer? Est-ce qu'il y a de la marge de négociation? Est-ce que c'est plus haut, plus bas? La réalité, c'est que ça dépend. Puis je sais que c'est pas nécessairement la réponse que les acheteurs veulent entendre. On aimerait tous dire que c'est négocier, négocier, mais c'est important de comprendre que ça dépend vraiment de chaque propriété. Puis il n'y a pas de bon moment ou mauvais moment pour acheter. Ce que je dis par là, c'est qu'il peut avoir une bonne propriété, une bonne opportunité demain matin. Il peut en avoir au mois de décembre, il peut en avoir au mois de janvier. Il peut, surtout dans un marché comme l'Outaouais, surtout à Gatineau, qui est très actif. Mais à chaque jour, il y a des gens qui décèdent. Donc, monsieur et madame qui restent doivent vendre la propriété rapidement. C'est une bonne opportunité. Il y a des successions, il y a
des divorces, des séparations, il y a des relocalisations au niveau du travail. Il y en a à chaque jour, à chaque semaine. Fait que ce serait premièrement un mauvais conseil de vous dire qu'il y a un bon ou mauvais moment d'acheter. Mais la deuxième des choses par rapport un peu à revenir à ce que je voulais dire par rapport au prix affiché, c'est de comprendre qu'un vendeur, quand il affiche sa propriété sur le marché, il y a trois choix. Il peut soit l'afficher beaucoup plus haut que qu'est-ce que ça vaut réellement. Donc, exemple ici, il affiche à quasiment 600 000. Il peut l'afficher à sa juste valeur, donc exemple, on va dire 500 000, ou il peut l'afficher en dessous de sa vraie valeur. Les trois scénarios sont possibles, puis les trois scénarios arrivent quand même assez fréquemment. Bien évidemment, je dirais de façon juste générale, les gens vont afficher à 80% de la valeur du temps. Là. On va leur dire que vous allez voir souvent ça, mais c'est possible de voir des gens qui vont l'afficher beaucoup trop cher ou qui vont l'afficher beaucoup en dessous. Juste pour vous donner un peu plus de contexte, pourquoi un vendeur voudrait l'afficher beaucoup plus cher? Ben, il peut se dire ne pas être pressé, vouloir tester le marché, voir si un acheteur pas représenté qui va mordre à l'hameçon puis qui va payer 50, 100 000 trop cher. Puis malheureusement, ben, tu sais, j'en ai déjà entendu des histoires. À l'inverse, pourquoi un vendeur mettrait le prix beaucoup moins cher de qu'est-ce que ça vaut? Ben, c'est la situation qui veut créer de l'excitation, créer beaucoup d'acheteurs qui vont visiter sa propriété en même temps, qui aient potentiellement des offres multiples puis qu'il y ait de la surenchère. Mais le point que je veux en venir, c'est que dans les trois scénarios, peu importe le prix, qu'elle soit affichée à 600 000, qu'elle soit affichée à 500 000 ou qu'elle soit affichée à 400 000, c'est la même maison dans les trois scénarios. Fait que c'est aussi juste une question de perception, ce que je dis par là. Je vais y aller plus en profondeur que ce que je veux dire. Exemple que la propriété, elle vaut réellement 500 000. On s'entend là-dessus? Mais qui est affiché à 600 000. Si vous faites un offre puis vous réduisez le prix à 510 000, mais vous n'allez pas avoir fait un aubaine de 90 000. Vous allez juste l'avoir ramené au juste prix. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'inverse, si, exemple, cette propriété-là vaut réellement 500 000, est affichée à 400 000, vous faites un offre à 480, vous n'allez pas avoir payé 80 000 trop cher parce que elle était juste affichée sous la valeur, sous sa vraie valeur. Puis je sais que ça peut quand même sembler pas farfelu ou difficile à croire comme ça, mais je vous assure, puis tu sais, je pourrais vous donner des centaines et des centaines d'exemples que c'est des scénarios qui peuvent arriver. Puis je vais vous donner deux scénarios rapides. C'est déjà arrivé avec des clients que justement on a visité une propriété qui était affichée à 600 000. Bien évidemment, on a fait les comparables. Nous, on va jamais se fier sur le prix qui est affiché. Donc, on fait l'analyse et on regarde les comparables. Puis ce genre de propriété-là, on compare des pommes avec des pommes, ben, ça devait se vendre dans le début 500 000. Puis là, il était affiché à 600 000. Bref, on a fait un offre à 505 000 donc 95 000 de moins que le prix affiché. Puis finalement, après négociation, on l'a eu à 520. Donc, au final, 80 000 de moins que le prix affiché. Le point, c'est que mon acheteur n'a pas eu un deal, un rabais de 80 000. On l'a juste ramené à sa juste valeur marchande en tenant compte des comparables récemment vendus, qu'est-ce qui était présentement en vente dans son secteur. Donc, question de perception, vous voyez, il n'a pas fait un rabais de 80 000. À l'inverse, dans un autre scénario, dans la même semaine, c'est avec d'autres clients qu'on a vu une propriété qui était affichée à 469 000. Encore là, on l'a visité ensemble, on a fait l'analyse, les comparables. Là, c'est le scénario inverse. Ce genre de propriété-là, si on compare des pommes avec des pommes, devait se vendre dans le début 500 000. Comme de fait, il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient intéressés. Fait qu'elle était affichée à 469. On a fait un offre à 502 000, donc 33 000 de plus que le prix affiché. Puis, on ne l'a pas eu. Elle s'est vendue, je pense, 510, 515 parce qu'il y a eu plusieurs offres. Puis ça a parti en 9 multiples. Puis, on ne l'a pas eu. Même si on a offert 33 000. Dans les deux cas, vous comprenez que c'est vraiment c'est dépendant comment que le prix va avoir été affiché, qu'est-ce que le vendeur va avoir décidé de mettre comme prix de vente. Donc, c- de là l'importance, encore une fois, de ne pas naviguer seul par rapport à ce processus-là, parce que vous, en tant qu'acheteur, c'est pas votre rôle de savoir si est affiché beaucoup trop cher, beaucoup moins cher ou à sa juste valeur. C'est bien évidemment
le rôle de votre courtier immobilier. Donc, ce que votre courtier immobilier fait pour vous, il regarde qu'est-ce qui est présentement à vendre, il regarde ce qui s'est récemment vendu, puis à partir de l'analyse, puis justement, ben, vous regardez ça avec votre courtier immobilier, vous pouvez déterminer assez facilement si le prix est trop élevé, si le prix est correct, ou à l'inverse, ben, c'est une vraie aubaine, puis il va potentiellement falloir offrir un peu plus si on veut sécuriser la propriété. Dans tous les cas, bien évidemment, nous, notre objectif en tant que courtier immobilier qui représente l'acheteur, c'est d'obtenir le meilleur prix. Si on peut aller réduire le prix de 1 000 $, 5 000 $, 50 000 $, bien évidemment, on va le faire, sauf que ça serait vous donner des mauvaises attentes ou donner un mauvais conseil de vous dire que c'est toujours ça qui va arriver. Puis je vais vous donner un exemple, juste pour me prendre en exemple, parce que c'est une situation qui m'est arrivée récemment, personnellement. Moi puis mon frère, on investit en l'immobilier, puis récemment, on a fait un offre sur une propriété, puis on a offert 25 000 de plus que le prix affiché pour s'assurer de sécuriser la propriété, pour avoir la propriété. Ben, je peux vous confirmer que j'ai pas payé 25 000 trop cher. Vous comprenez? C'est une question de regarder les comparables, de voir qu'est-ce qui est présentement à vendre. Puis, même si on offrait 25 000 de plus, ben, ça restait quand même un coup de circuit. Bien évidemment, encore une fois, je suis pas en train de dire que vous devriez offrir 25 000 de plus sur n'importe quelle propriété, mais mon point, c'est que ça dépend vraiment de où que le vendeur va avoir affiché son prix. Puis, la raison pourquoi je mentionne ça, je ne veux pas m'éterniser trop sur ça, c'est que comprenez que si vous êtes un acheteur puis vous êtes à la recherche d'une propriété, vous faites un offre, exemple demain matin avec votre courtier immobilier, exemple que c'est nous, peu importe, ou n'importe quel autre courtier immobilier, puis vous faites un offre, on va dire 10 000 de plus que le prix demandé. Avec raison. Il y aurait ça serait justifié, puis ça ferait du sens, puis ça serait quand même une bonne opportunité, même à 10 000 de plus que le prix affiché. Ben, écoutez, je peux vous assurer que si vous dites à votre famille, puis à vos collègues, puis à votre entourage que vous venez de faire une offre sur une maison, puis vous allez faire 10 000 de plus, tout le monde va vous dire que vous êtes malade, que vous êtes en train de vous faire avoir, que ça n'a pas de bon sens, mais qu'ils ne savent même pas c'est quoi la propriété, ils ne savent même pas c'est quoi les comparables, ils ne savent même pas il y a combien d'offres, ils n'ont aucune idée de toute la situation, mais ça va être facile de dire que si vous êtes en train de vous faire avoir. Encore une fois, c'est une question de comparable, de vraiment des données qui nous montrent est-ce que la propriété est trop élevée, est correcte ou c'est une bonne opportunité. Donc, tout ça pour dire que en tant que courtier immobilier, c'est super important de quelqu'un qui vous représente par rapport à ces informations-là. Un petit bonus que je voulais vous ajouter, je sais que vous n'êtes pas rendu là, mais je voulais juste, je me suis dit que j'allais l'inclure parce que ça fait quand même une différence. Puis c'est arrivé hier avec d'autres acheteurs. Euh, Trois conseils super importants par rapport à quand vous allez faire une offre d'achat sur une propriété. Je sais que, comme je dis, je vous êtes pas nécessairement encore rendu là, mais à garder en tête, c'est que c'est certain que s'il y a un coup de cœur qui correspond à tout ce que vous recherchez, les critères, la gamme de prix, tout ça, ben malheureusement, on est dans un marché à Gatineau que c'est quand même très, très actif. Ce que je disais par là, c'est que s'il y a une bonne opportunité, malheureusement, puis c'est vraiment juste pour vous donner les bonnes attentes, malheureusement, elle va pas rester là pendant 2 semaines. Il y a beaucoup d'acheteurs. Si c'est réellement une bonne opportunité, elle va partir vite. Fait que je suis pas en train de vous dire que vous devriez acheter n'importe quoi ou que vous devriez acheter la première propriété ou pas prendre le temps d'y penser. Mais mon point, c'est que en tant qu'acheteur, vous voulez, dans le meilleur des mondes, c'est pas toujours possible, mais dans le meilleur des mondes, être juste en train de négocier avec le vendeur directement. Pas être en train de se battre contre trois, quatre acheteurs en même temps. Donc, de négocier directement avec le vendeur, ça va vous donner définitivement plus de pouvoir. Puis pour pouvoir être dans cette situation-là, ben, il faut agir rapidement quand il y a une bonne opportunité. Aussi de viser les vendeurs motivés, donc les propriétés que ça fait longtemps qui sont sur le marché, qui ont eu plusieurs baisses de prix ou que ce soit une situation, exemple, comme j'ai mentionné tantôt, relocalisation, divorce, succession, ce genre de choses-là. Puis présenter une offre complète. Premièrement, d'avoir la lettre de préapprobation. S'il y a deux acheteurs, il y a un qui a une lettre de préapprobation, puis l'autre qui n'a pas de lettre de préapprobation, je vous confirme que celui qui n'a pas de lettre de préapprobation, ça ne sera pas accepté. Parce que le vendeur ne prendra pas de chance d'accepter une offre d'un acheteur qui n'est pas prêt, qui n'a pas fait ses devoirs, puis qui ne montre pas qu'il peut acheter la propriété. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi de faire le processus de préapprobation. Si jamais
il y a une deal demain matin, ben, c'est pas le temps de, tu sais, de la manquer à cause que vous n'avez pas fait ce processus-là, vous comprenez? Puis présenter une offre complète, que ce soit clair, que ce soit bien monté, même peut-être d'ajouter une lettre de présentation au vendeur, ça fait souvent la différence. C'est niaiseux, mais à de nombreuses reprises, on a gagné des offres multiples parce qu'on a fait une offre, une lettre de présentation qui présentait notre acheteur au vendeur, pourquoi il devrait être choisi, qu'est-ce qu'il aimait dans la maison, ce genre de choses-là. Ça peut faire toute la différence. Puis éviter les chiffrons. Donc, exemple que la propriété est à vendre à 405 000, puis vous voulez offrir 410 000 parce qu'il y a plusieurs offres, ben, tu sais, potentiellement, juste d'offrir 410 600, je sais que c'est niaiseux, mais d'offrir un chiffre un petit peu plus haut qui n'est pas rond. Encore une fois, ça nous a fait gagner à plusieurs reprises. Fait que c'est plein de petits conseils, des petits trucs comme ça qui peuvent faire la différence. Mais bien évidemment, avec votre courtier immobilier. Donc, exemple, nous, bon, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout ça, on s'occupe de le faire directement. Maintenant, au niveau des programmes et subventions, pour les premiers acheteurs, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre avantage en tant que premier acheteur, puis clairement, vous voulez pas laisser ça de côté. Mais avant que je veux vous parler rapidement, c'est au niveau de la mise de fonds, on va regarder les deux images ensemble. Quelque chose que j'ai beaucoup de questions par rapport au premier acheteur, à savoir, il devrait-tu attendre ou acheter avec 5% ou 20% ou quoi que ce soit. La réalité, puis je vais vous dire de façon transparente, tu sais, puis au final, tu sais, j'ai pas une boule de cristal, là, mais de façon transparente, je pense que pour un premier acheteur, d'acheter avec 20% de mise de fonds, à moins qu'il ait reçu un héritage ou qu'il ait vendu quelque chose, c'est pratiquement impossible, pour être honnête. Exemple, là, on va garder des chiffres ronds puis des chiffres simples. 500 000, c'est le prix moyen d'une propriété environ. 20%, on parle de 100 000 dollars. Avoir 100 000 dollars dans son compte de banque, net, après les impôts, après avoir payé le gaz, l'épicerie, tout ça, on va vous le dire comme ça, bonne chance. Ça risque d'être très long ou pratiquement impossible. Puis le problème qui arrive avec ça, c'est qu'exemple que vous dites, ah, ben non, moi, tu sais, je vais attendre, je suis pas pressé. Ben, ça a aussi un coût parce que la propriété que vous voyez aujourd'hui à 500 000, ben, dans 3 ans, elle va être rendue 530, 540 et ainsi de suite. Fait que vous courez après un objectif qui est en constant mouvement. Puis les chances, c'est que le prix des propriétés va augmenter beaucoup plus vite que vous, votre rapidité à économiser de l'argent, vous comprenez? Fait que, tu sais, définitivement, pour avoir fait des calculs à des centaines de fois, tu sais, vous êtes beaucoup mieux d'y aller avec un 5% de mise de fonds. En tant que premier acheteur, vous avez la chance d'avoir la possibilité de mettre 5%, aussi peu que 5% de mise de fonds pour rentrer dans le marché immobilier. Euh, Puis au final, comprenez que, exemple, la maison de 500 000, que vous mettez 25 000 de mise de fonds ou que vous mettez 100 000 de mise de fonds, vous avez la même maison, vous comprenez? Fait que c'est une question de levier, de mettre le moins d'argent possible pour contrôler le plus d'actifs possible, vous comprenez? Puis sincèrement, au niveau de vos paiements hypothécaires, ça va pas nécessairement faire une très, très grosse différence. Oui, il va y avoir une différence entre le 5 et le 20%, mais de façon transparente, ça va pas être le jour et la nuit. Par contre, économiser 25 000 ou 100 000 c'est deux mondes complètement différents, vous voyez. Puis comme je mentionnais, ben, pendant ce temps-là, ben, le prix des propriétés augmente. Puis un autre point qui est très, très important par rapport à la mise de fonds, exemple, tu sais, je ne veux pas vous perdre par rapport à ça, là, on aura la chance d'en reparler tantôt si vous avez des questions par rapport à ça, mais important de comprendre que c'est pas nécessairement, oui, vous avez besoin de 5% pour acheter une propriété, mais c'est pas ça qui va vous faire qualifier pour un montant plus élevé. Ce que je disais par là, c'est qu'exemple, aujourd'hui, on va garder des chiffres vraiment simples, là. Vous avez 20 000 de mise de fonds, vous faites préapprouver, puis vous êtes préapprouvé pour 500 000. Donc, on garde ça simple, vous avez 20 000 de mise de fonds, vous êtes préapprouvé pour 500 000. Exemple. Si vous ajoutez 10 000 de mise de fonds, puis vous passez de 20 000 à 30 000, ben, votre préapprobation va juste passer de 500 000 à 510 000. C'est juste du un pour un. Donc, ce que je disais par là, c'est que parfois, les gens ils me disent, bon, ben, je vais attendre encore un an avant d'acheter, je vais accumuler plus de mise de fonds. Le problème, c'est que si, exemple, en ce moment, ben, tu sais, le montant ne vous convient pas, vous êtes à 500 000, puis vous avez besoin de 600 000 pour ce que vous recherchez. Encore une fois, c'est des chiffres.
Ben, d'attendre 1 an, 2 ans, d'accumuler 10 000 de mise de fonds, 20 000 de mise de fonds, ça ne va pas nécessairement vous aider. Votre préapprobation va passer juste de 500 000 à 510 000 ou 520 000. Entre vous et moi, il n'y aura pas nécessairement une grosse différence entre des maisons de 500 000 ou 510 000. Vous n'allez même pas voir la différence, vous comprenez? Mais par contre, ça va vous avoir pris un an de plus, exemple, à économiser un 10 000 puis le prix des propriétés va continuer à augmenter. Fait que mon point, c'est que c'est pas nécessairement au niveau de la mise de fonds qui va vous permettre de qualifier plus. Ça va être vraiment plus de augmenter vos revenus et de réduire les dépenses. C'est les deux leviers les plus importants que vous pouvez jouer pour augmenter votre préapprobation bancaire. Donc, juste pour revenir rapidement, on s'en est sur les programmes et les subventions. Je vais essayer de y aller rapidement, rapidement. Je vous ai dit qu'on aurait 60 minutes ce soir. Donc, la première des choses, c'est la remise en argent pour les premiers acheteurs. Comme j'ai mentionné tantôt, le courtier hypothécaire, lui, compare toutes les institutions financières, oui, pour les taux d'intérêt, qui est très, très important, on ne se le cachera pas, mais aussi pour les programmes pour les premiers acheteurs. Je sais qu'à un certain moment donné, Desjardins remettait un 3 à 4 000 pour les premiers acheteurs. Ben ça, c'est clairement le genre de choses que vous voulez comparer puis voir. Tu sais, c'est pas à prendre à la légère, on parle quand même de 3 à 4 000 Si X banque ne donne pas de remise en argent, puis cette banque-là donne une remise en argent, ben ça vaut la peine de comparer puis tu sais, de voir c'est quoi vos options. Donc, le courtier hypothécaire peut vous aider avec une remise en argent pour les premiers acheteurs. Il y a des remises qui vont être faites là, pour ça là, quand vous achetez une première propriété. Fait que, à en prendre avantage puis en discuter avec le courtier hypothécaire. La deuxième des choses, c'est le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison. On parle d'environ un 3 000 Encore une fois, c'est pas rien. Là. On parle pas de juste une dizaine ou centaine de dollars. On parle de 3 000 provincial et fédéral. Donc, c'est de l'argent que vous avez simplement besoin de mentionner à votre comptable que vous avez acheté une première propriété, puis il va pouvoir faire les documents nécessaires pour que vous ayez un crédit d'impôt de 3 000 Donc, c'est pas à prendre à la légère aussi. Puis la troisième aide qui est nouvellement disponible depuis le début de l'année 2026, c'est le remboursement de la taxe de bienvenue, qui n'est pas la bienvenue, la taxe de bienvenue, mais malheureusement, tout acheteur doit la payer pour chaque transaction. Ici, on parle d'un remboursement là, qui va presque jusqu'à c'est 5 875 000, excusez-moi, 5 875 pour le remboursement de la taxe de bienvenue, mais encore une fois, à ne pas négliger, on parle quasiment de 6 000 Ça, c'est un aide qui est disponible pour les premiers acheteurs, donc à en prendre avantage. Ici, si on combine tous les montants ensemble, on parle quand même là, quasiment d'un 15 000 donc assez important. Bien évidemment, avec notre équipe Jumeau Immobilier, ben, on vous aide à les obtenir puis à en prendre avantage. Dernier petit bonus que je veux vous expliquer, c'est, je pense que c'est depuis janvier 2025, donc ça fait un petit peu plus qu'un an, si je ne me trompe pas, c'est que maintenant, les premiers acheteurs peuvent qualifier, donc amortir leur hypothèque sur 30 ans au lieu de 25 ans. Donc, c'est un nouveau programme partout au niveau du Canada qui est là pour aider les acheteurs à l'accessibilité de la propriété. Donc, du fait que vous pouvez qualifier sur un montant, un amortissement plus grand, donc 30 ans au lieu de 25 ans, mais ça fait en sorte que le montant de la préapprobation bancaire peut être un petit peu plus élevé à cause de ça. Donc, la prochaine étape, donc on est déjà rendu à la fin de la formation ce soir. La prochaine étape, si bien évidemment c'est quelque chose qui vous intéresse, que votre projet d'achat soit à court terme, à moyen terme, même l'année prochaine, il n'y a absolument aucune pression puis aucun problème par rapport à ça, mais si vous aimeriez qu'on regarde plus en détail votre situation, qu'on vous donne un petit plan de match sur votre situation, on vous guide par rapport aux étapes à suivre, qu'on vous partage les coordonnées du courtier hypothécaire avec qui on travaille, qu'on vous partage les propriétés qui correspondent à ce que vous recherchez. Vraiment qu'on ait un petit plan de match. Bien évidemment, je vous invite à scanner le code QR ici ou simplement prendre une capture d'écran, ce qui est le plus simple pour vous, du lien ici directement. Puis pour les gens qui vont planifier une rencontre d'ici les 48 prochaines heures, donc c'est 48 heures maximum, ben, on va avoir un petit bonus. Donc pour les gens qui prennent action, notre équipe Jumeau Immobilier rembourse les frais d'inspection pour les gens qui passent à l'action, donc à l'achat d'une propriété avec notre équipe, on va pouvoir rembourser les frais d'inspection là, d'une valeur de 500 dollars. C'est seulement pour les 48 prochaines heures. Donc, c'est le temps maintenant. Si vous avez des questions, je suis en train de voir, là, il y a des gens qui ont écrit dans le chat. Là, attendez.
J'ai pas vu toutes les questions, j'ai pas eu le temps. Attendez. Je vais pouvoir y répondre. Vous pouvez les écrire directement. Je vais y aller ici. La première question, il y a plusieurs questions et je vais essayer de répondre du mieux que je peux pour la question de Josiane. Est-ce qu'il y a un site qui compare toutes les propriétés qui donne le véritable prix? Première des choses, c'est que première des choses, oui, bien évidemment, Centris va comparer, exemple, va avoir accès à toutes les propriétés de toutes les bannières, de toutes les agences immobilières, toutes confondues. Les seules propriétés qui vont pas se retrouver sur Centris, c'est les propriétés qui sont à vendre directement par le propriétaire. Donc, exemple, sur Facebook Marketplace ou du proprio, des choses comme ça. Dans ce cas-là, petit détail, je fais un détour rapide par rapport à ça. C'est possible d'acheter une propriété sur ces sites web-là, puis passer directement par le propriétaire. Puis je ne vais pas vous dire que si vous passez sur du proprio, ça va mal se passer. Ça se peut que ça se passe bien. C'est juste, c'est comme se couper les cheveux soi-même. Tu sais, vous pouvez le faire par vous-même, mais il y a plus de risques. Puis le risque, c'est relatif pour chacun. Tu sais, il y a des gens qui se sentent à l'aise de faire un achat de centaines de milliers de dollars par eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent être représentés. Fait que, tu sais, ça, c'est un choix qui est libre à chacun. Juste pour vous laisser savoir, nous, on a déjà aidé des dizaines, voire peut-être même des centaines d'acheteurs à acheter des propriétés sur du proprio. La façon que ça fonctionne, il y a trois options. La première, c'est que on contacte directement le vendeur sur du proprio marketplace, puis on lui dit, écoute, je suis courtier immobilier, j'ai des acheteurs qui sont intéressés par ta propriété, est-ce que tu es ouvert à payer la commission de 2%? Puis la plupart des vendeurs vont être ouverts parce que, comme j'ai expliqué tantôt, la commission pour afficher sur Centris, Realtor, tout ça, c'est 4%. Mais là, si on leur offre de s'occuper de toute la transaction immobilière, on représente quand même l'acheteur, mais on va quand même s'occuper toute la, je veux dire comme ça, de la transaction, puis qu'on le fait pour 2%, ben, la plupart des vendeurs sur du proprio, on va être ouverts à ça parce que ça va leur coûter 2% au lieu de 4%. Fait qu'on représente l'acheteur, puis le vendeur va nous payer le 2% de commission. Fait que ça, c'est le premier scénario qui arrive quand même assez souvent. Deuxième scénario, comme j'ai expliqué tantôt, parfois il y a des acheteurs qui veulent absolument être représentés par un courtier immobilier, même sur du proprio. Donc, l'acheteur va payer directement son courtier immobilier. C'est le seul scénario où ça pourrait arriver. L'acheteur accepte de payer une commission à son courtier immobilier pour qu'il représente pour une transaction, exemple, sur du proprio. C'est aussi arrivé à plusieurs reprises avec des acheteurs parce que le vendeur ne voulait pas payer la commission sur du proprio. Fait que notre acheteur, exemple, nous a payé directement la commission et ça, c'est à même son hypothèque. Donc, le prix de la commission est ajouté avec son hypothèque, puis il paye directement. Puis le troisième scénario, ben, c'est comme j'expliquais un petit peu plus tôt, euh, c'est que vous pouvez faire la transaction avec le vendeur du proprio au marketplace directement, mais tu sais, il y a plus de risques. Puis ça, c'est relatif à chacun. Fait que je sais que j'ai fait un petit détour, mais je pense que c'était quand même assez pertinent de le savoir. Fait que Centris, c'est là où 99% des propriétés vont être disponibles. Puis nous, en tant que courtier immobilier, bon, on a accès à ce 99% de propriétés-là. Après ça, le 1%, c'est du proprio marketplace, ce genre de choses-là. Maintenant, qu'est-ce qui donne le véritable prix? Malheureusement, ça, c'est vraiment, je veux dire comme ça, c'est avec l'analyse directe d'un courtier immobilier. Ce que je veux par là, c'est que dans la même rue, il peut avoir deux propriétés identiques, sauf qu'il y en a une des deux que, exemple, il y a un locataire dans la propriété, puis l'autre, il n'y a pas de locataire. Une que il y a des problèmes avec la propriété, l'autre, il n'y a pas de problème avec la propriété. L'autre, il y en a une que, tu sais, vous voyez, c'est différent vraiment de chaque propriété. Fait que, tu sais, je pourrais pas vous dire que, tu sais, je pourrais pas vous dire, OK, il y a un endroit où on peut voir le juste prix. Tu sais, il y a aussi des vendeurs qui sont plus pressé que d'autres. Tu sais. Encore une fois, on compare deux propriétés. Il y a une propriété que le vendeur il doit vendre d'ici 30 jours parce qu'il a déjà acheté sa nouvelle maison puis il est déjà déménagé. Mais bien évidemment, ce vendeur-là va être beaucoup plus enclin à négocier, à vendre rapidement puis peut-être baisser son prix que l'autre personne qui est pas pressée puis qui peut attendre 8 mois. Fait que, tu sais, je pourrais pas vous dire que il y a une façon de, tu sais, de connaître
le véritable prix. C'est vraiment du cas par cas. Aussi d'avoir visité la propriété. Tu sais, tu visites la propriété si l'état des lieux est en bon état versus en mauvais état. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération. En espérant là, que ça répond à la question. Euh, les taux d'intérêt en ce moment. Je sais que, il y a eu une nouvelle aujourd'hui, si je ne me trompe pas, par rapport au taux directeur. À savoir, le taux directeur et le taux d'intérêt, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est en lien ensemble. Mais par rapport au taux d'intérêt, à ma connaissance, en ce moment, on parle environ de 4%. Après ça, ça peut être différent si vous avez 5% de mise de fonds ou 20% de mise de fonds si vous achetez une propriété pour y habiter, si vous achetez une propriété pour investir. Mais si vous voulez un chiffre qui englobe le tout, je dirais environ un 4% en ce moment. Encore une fois, c'est différent de chaque banque, d'où la raison de comparer avec un courtier hypothécaire. Euh, 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 Certaines hypothèques se renouvellent. Ben, la réalité, c'est que les hypothèques se renouvellent à chaque jour, à tout moment de l'année. Tu sais, il y a des acheteurs qui renouvellent aujourd'hui, demain. Tu sais, la réalité, c'est que peut-être, pour X raison, il y a peut-être une masse Puis même encore là, je pense pas, mais peut-être que pour X raison, il y a plus de renouvellement vers la fin de l'année ou le milieu ou le début. Pour être honnête, j'en ai aucune idée, mais tu sais, la réalité des choses, pour être très, très transparent avec vous, c'est que vous devriez jamais, mais jamais baser votre achat sur les taux d'intérêt. Ce que je dis par là, oui, bien évidemment, vous voulez savoir c'est quoi le taux d'intérêt, mais ce que je dis par là, puis vous allez voir où que je m'en viens avec ça, ça va faire du sens, c'est que si en ce moment le taux d'intérêt est à 4%, comme je viens de le dire, puis pour X raison, vous avez une boule de cristal, puis vous savez que ça va descendre à 3,8 dans 6 mois, ben ça peut faire du sens de se dire, ben je vais attendre 6 mois. Mais devinez quoi, tous les acheteurs vont penser de la même façon que vous. Fait que tout le monde va attendre, puis tout le monde dans 6 mois vont se mettre à rechercher une propriété, à visiter des propriétés, à faire des offres. Fait que là, vous allez vous retrouver en situation d'offre multiple, potentiellement devoir augmenter le prix, parce que quand on est en situation d'offre multiple, ben on se bat un acheteur contre un autre. Fait que peut-être vous allez payer 5 000, 10 000 de plus pour la propriété qui est beaucoup plus élevé qu'avoir, exemple, 0,1% de plus sur votre taux d'intérêt, vous comprenez? Fait que la réalité, c'est que vous voulez pas vous retrouver dans une situation où que vous attendez, tu sais, il y a des acheteurs qui attendent depuis 2020 et qui n'ont pas encore acheté de propriété. Ils pensent que ça va crasher, que ça va augmenter. Tu sais, la réalité, c'est que le meilleur moment, je vous dirais, pour acheter une propriété, c'est quand vous êtes prêt financièrement, donc vous avez la mise de fonds, vous êtes rendu là dans votre vie, que tous les scénarios cochent, tu sais, que tout fait du sens, puis qu'il y ait une bonne opportunité devant vous. Après ça, tu sais, je vous cacherai pas qu'il y aura pas il y aura pas d'étoile parfaite. Il va tout le temps avoir quelque chose. Puis c'est un peu aussi, comme je disais tantôt, d'agir rapidement sur un coup de cœur. Tu sais, je vous confirme que il va tout le temps en avoir une plus belle probablement, puis la réalité c'est que si vous attendez ça, ben encore une fois, tu sais, je suis pas en train de dire que vous devrez acheter n'importe quoi, mais si vous attendez après une étoile parfaite, tu sais, ça risque de ne juste jamais arriver. Puis le problème qui arrive avec ça, c'est que pendant qu'on est locataire ou pas encore premier acheteur, ben c'est plate de voir le prix des propriétés augmenter parce que ça devient de plus en plus inaccessible, je vais le dire comme ça. Mais comprenez que du moment que vous passez de l'autre côté de la clôture, que vous êtes propriétaire, ben c'est là que ça devient un peu plus le fun parce que là, vous voyez votre actif prendre de la valeur. Fait que, encore une fois, c'est juste une question de perception. Quand on n'est pas acheteur, c'est plate de voir le prix des propriétés augmenter. Moi, personnellement, exemple, je suis propriétaire maintenant d'une propriété, ben, je suis content de voir le prix augmenter parce que ma propriété prend de la valeur. Fait que, encore une fois, tu sais, juste de faire attention par rapport à ce genre de choses-là, là, en espérant que ça réponde à votre question. Euh, euh, euh. Oui, Josiane, par rapport à la question du remboursement de la taxe de bienvenue, heureusement, malheureusement, non, c'est pas un 6 000 qui va vous être donné directement. Fait au final, vous allez devoir la payer, puis elle va vous être remboursée. Quand qu'elle va vous être remboursée, je voudrais vraiment pas vous induire en erreur puis vous dire une date ou quoi que ce soit ou comment que c'est fait. Mais je sais, à ma connaissance, là, que c'est pas. Faut que vous le déboursez, puis après, ça va vous être remboursé. Fait que faut qu'au moment de l'achat, vous ayez cet argent-là disponible. Par rapport à ça, juste pour que vous ayez aussi les bonnes attentes, par rapport aux frais qui sont à prévoir par l'achat d'une propriété,
Encore une fois, on garde les scénarios super simples. Exemple, qu'une mise de fonds de 500 000, 5%, c'est 25 000. Donc, vous avez un 25 000 à avoir. Après ça, pour la taxe de bienvenue, qui est environ 1% du prix d'achat, on va dire, exemple, 500 000. Mais il faut que vous... 5 000 excusez-moi. Fait que ce montant-là, il faut que vous l'ayez disponible. Un autre 2 000 pour les frais du notaire. Fait que là, on est rendu à 32 000. Puis, peut-être un 500 à 750 pour les frais d'inspection. Donc, pour une maison de 500 000, ce serait au minimum d'avoir près un 32 750 de côté. Puis bien évidemment, je veux dire aussi d'en avoir peut-être un peu plus pour pas arriver flush. Tu sais, vous voulez continuer à payer l'épicerie, le gaz, nourrir votre famille, faire des activités, quoi que ce soit. Fait que d'avoir un petit coussin peut-être un peu plus haut. Fait que ce montant-là, vous allez devoir le mettre directement. Juste à savoir, juste pour clarifier, la taxe de bienvenue, c'est payable 3 à 6 mois après que vous avez passé chez le notaire. Donc, exemple, vous passez chez le notaire le 1er juillet, le 5 000 pour la taxe de bienvenue, qui n'est pas la bienvenue. Vous allez devoir le payer 3 à 6 mois, fait qu'un exemple, plus vers octobre, novembre, décembre. C'est le fond un petit peu, c'est le fun à savoir que ça va pas tout être en même temps. Euh, en espérant que ça réponde à la question. Pièges financiers. Quels sont les trois plus gros pièges financiers que les premiers acheteurs découvrent seulement après avoir acheté? Une bonne question. Euh, tu sais, c'est un peu large et vague. Euh, Première des choses, je sais que je me répète, mais je vais le dire parce que je prie, je crois juste en ça réellement. Puis c'est, je veux dire, un piège que l'acheteur va pas se rendre compte qu'il est tombé dedans. Puis c'est important à savoir. C'est de comprendre que si vous passez par le courtier immobilier du vendeur, comme j'ai expliqué plus tôt, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que ça va mal se passer, que vous allez pas faire un bon deal. Mais exemple que la propriété est affichée à 510 000. Vous passez par le courtier du vendeur, ce qu'il faut pas faire. Vous visitez la propriété, vous faites les démarches avec lui, puis finalement, ben, il vous aide à le réduire à 500 000. Donc, 10 000 de moins que le prix affiché. Fait que peut-être que l'acheteur, dans sa tête, se dit, cool, j'ai réduit de 10 000 en sachant pas que peut-être il aurait pu l'avoir à 480 000 s'il y avait quelqu'un qui aurait réellement représenté ses intérêts, qui aurait réellement fait l'analyse, qui aurait vraiment été là pour l'acheteur. Fait que tu sais, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Tu comprends? Fait qu'un cet acheteur-là pourrait se dire, ah ben moi, je vais passer par le courtier du vendeur, puis ça s'est bien passé, j'ai réduit de 10 000, puis il sait pas au final qu'il aurait peut-être pu l'avoir 20 30 000 de moins. Là, je sais que c'est quand même facile à dire, puis tu sais, le but, c'est pas tout le temps de se dire ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, mais encore une fois, je pense que c'est le piège numéro un parce qu'on parle d'une transaction de centaines de milliers de dollars. C'est vraiment pas à prendre à la légère, là. Un peu comme mon exemple tantôt, que je disais que la propriété était affichée à 600 000 puis qu'on aurait dû au final à 520. On parle de 80 000. C'est un peu extrême, là, ça arrive vraiment pas à chaque jour ou à chaque semaine. Il ne faut pas s'attendre à ça, mais comprendre que si mon acheteur aurait payé 80 000 de trop pour sa maison, il n'y a personne dans la vie qui s'essuie, qui est capable de passer par rapport à une erreur de 80 000. Là, ça l'aurait suivi toute sa vie, puis il aurait été prêt avec ça. Là, parce que quand il aurait voulu la revendre ou quoi que ce soit, ça aurait clairement pas marché à quelque part. Là. Puis malheureusement, ben. Il y a des acheteurs qui font ça, qui prennent le... Je sais pas s'ils prennent le risque ou c'est juste parce qu'ils ont pas l'information, ils sont pas présents à des rencontres Zoom comme vous ce soir, fait qu'ils se remettent pas en question, mais c'est vraiment pas à prendre à la légère. Puis juste un petit détail par rapport à ça, c'est un piège, c'est un peu en lien avec votre question que vous avez dit. La façon que ça fonctionne pour nous au niveau des courtiers immobiliers, ça c'est vraiment important à savoir pour tout le monde, c'est que la façon que ça fonctionne, c'est que c'est le courtier immobilier qui vous fait visiter la propriété qui va pouvoir vous représenter. Donc, je vous donne un exemple. Ce soir, on est le 10. Individuellement, vous me diriez, n'importe qui ici me dirait, écoute, je suis prêt à acheter, puis hier, j'ai vu le 123 rue Soleil. J'ai contacté le vendeur, le courtier du vendeur du 123 rue Soleil. J'ai visité avec lui. Je savais pas qu'il fallait faire ça, mais là, j'ai compris ce soir. Mais là, vous me direz ce soir, je veux faire un offre sur le 123 rue Soleil, puis je veux pas passer par le courtier du vendeur, je veux passer, exemple,
Exemple, vous me demanderez, je veux passer partout, je veux que tu négocies pour moi. Ben malheureusement, je pourrais pas parce que vous avez déjà visité avec le courtier du 123 rue Soleil. C'est des lois, des règlements que ça marche partout comme ça au Québec puis en Ontario. C'est que c'est le courtier qui vous fait visiter qui va pouvoir vous représenter. Donc, avant de sauter sur le téléphone ou de cliquer sur des pitons sur Internet puis de planifier une visite avec un courtier, assurez-vous que le courtier qui va vous faire visiter, c'est celui que vous souhaitez qui vous représente. Puis comme qu'on l'a expliqué, pas celui du vendeur, vous comprenez? Fait que ça, je pense que c'est un petit piège, un piège aussi qui est important à savoir. Euh, je vais sauter sur votre autre question, puis si j'ai un autre piège qui me vient en tête, je vais pouvoir vous le mentionner. Quel secteur de Gatineau éviterez-vous pour une famille avec jeunes enfants? Je dirais définitivement la première chose qui me vient en tête, puis ça peut être bon pour d'autres raisons, mais là, vous me dites vraiment jeune enfant, je dirais définitivement tout ce qui touche l'île de Hull. Pas que c'est un mauvais secteur, parce qu'au niveau d'exemple d'investissement, ça peut être intéressant, mais au niveau, je vais le dire comme ça de façon plus directe, peut-être plus d'itinérants ou gangs de rue ou secteur à problème, je vais le dire comme ça, c'est clairement là que ça peut être un peu plus problématique. Euh, Sinon, je dirais honnêtement, ce secteur-là, puis sinon d'éviter peut-être juste les zones inondables. Je sais que ça s'applique un petit peu plus à tout le monde, mais il y a beaucoup de zones qui sont inondables. Fait que, tu sais, avant même de visiter une propriété, ça, c'est le genre de choses qu'on va faire avec nos acheteurs. Quelqu'un qui m'envoie une propriété hier, la première chose que je lui ai dit, avant même de commencer à regarder toutes les informations puis de voir si c'était intéressant, j'ai tout de suite dit que c'était dans une zone inondable, fait qu'on on a laissé faire. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des choses importantes à regarder. Euh, Sinon, tu sais, je vous dirais honnêtement que, tu sais, c'est un peu, je vais vous donner un exemple inverse, puis ça va un peu répondre à votre question. Parfois, il y a des gens qui me disent, c'est où les bons secteurs pour investir? La réalité, c'est que je pourrais vous donner un bon secteur, mais ça se peut pour X, Y raison que dans ce secteur-là, quelqu'un demain matin affiche sa propriété, puis c'est vraiment pas un bon deal parce qu'il l'a affiché ben trop cher. La propriété a plein de problèmes. Ça reste que c'est le bon secteur, mais c'est pas une bonne propriété, une bonne opportunité. À l'inverse, dans un moins bon secteur, il pourrait avoir une très bonne opportunité. Fait que, tu sais, c'est relatif à chacun, puis c'est dépendamment vraiment les conditions de la propriété, les rénovations qu'il y a eu, tu sais, ce genre de choses-là. Fait qu'à savoir, pour répondre à votre question, tu sais, je pourrais pas vous dire, OK, dans le plateau, c'est idéal. Tu sais, ça se peut que dans une rue du plateau, ça soit l'enfer ou que la propriété que vous voulez acheter est maganée. C'est vraiment pas intéressant. Puis à côté, il y a des voisins qui, tu sais, qui consomment de l'alcool, puis pas de l'alcool, mais des drogues, puis qui, en voulant dire, ça dépend vraiment, vous voyez. Fait que c'est le genre d'information à vérifier. Puis c'est pour ça aussi que je dirais que c'est important pour une propriété qui vous intéresse de la visiter à plusieurs heures de la journée. La visiter le matin, le midi puis le soir, ça va vous donner une idée complètement différente de la propriété. Fait que ça, c'est un petit conseil aussi que je pourrais vous donner par rapport à ça. Euh, Si vous étiez premier achat aujourd'hui, quel budget maximum fixerez-vous malgré ce que la banque est prêt à payer? Ce qui est important à comprendre, c'est une très très bonne question. Ce qui est important à comprendre, j'ai passé rapidement par rapport à ça, mais ce qui est important à comprendre, c'est que partout à toutes les banques que vous allez aller voir, puis même le courtier hypothécaire, eux utilisent tout le même calcul, la même équation, si je peux le dire comme ça. Fait que là où que je m'en viens avec ça, c'est que le processus de préapprobation bancaire, c'est fait pour vraiment vous dire c'est quoi le maximum que vous pouvez vous permettre qui respecte encore un équilibre sain, je vais le dire comme ça. On va leur dire, si le courtier hypothécaire vous donne une lettre de 500 000, c'est que lui a fait les calculs, a regardé les chiffres, les ratios d'endettement, puis à 500 000, ben, vous allez quand même pouvoir aller au cinéma ou payer l'épicerie. On va leur dire, vous allez être quand même encore capable de vivre. Là, après, c'est de vous à voir, est-ce que vous voulez aller à 500 000, à 480, à 420? Ça, c'est libre à vous. Mais c'est important de comprendre que si vous allez au maximum de votre préapprobation bancaire, vous n'êtes pas en train de vous mettre là. C'est fait que, tu sais, je vais le dire comme ça, il y a des règles à suivre partout au Canada qui, tu sais, ça ferait pas de sens qu'un courtier hypothécaire ou une personne à la banque vous dit, tu peux acheter une maison de 750, puis finalement, tu sais, vous y arrivez pas à la fin du mois. Il y a des ratios à respecter. Fait que le point, c'est que
Vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum que vous pouvez vous permettre, mais sachez que dans les standards, dans les équations, les ratios, tout ça, le montant maximum de votre préapprobation bancaire, c'est encore, c'est tolérable. En voulant dire, vous êtes supposé être capable de continuer à vivre, si ça peut répondre à votre question. Euh, Là maintenant, c'est quoi le montant maximum que je me fixerais? Tu sais, la réalité, puis ça c'est vrai, je vais vraiment vous dire une question de préférence. J'ai clairement, ça c'est une question de préférence. C'est vraiment pas, en voulant dire, c'est pas, comment je pourrais dire? C'est pas une chose à retenir puis à prendre pour du cash, mais je vais vous donner juste mon opinion par rapport à ça. C'est de comprendre, puis je vous invite aussi à le faire, c'est ce que beaucoup d'acheteurs parfois prennent pas nécessairement le temps de penser à ça. C'est de comprendre, puis c'est arrivé hier avec un client qu'on accompagnait, c'est de comprendre que parfois, tu sais, je sais que ça va être facile à dire, mais parfois, exemple, on va dire 500 000 ou 515 000. Ben, faites le calcul pour regarder la différence par mois. Ça va être une coupe de café chez. Non, peut-être pas une coupe de café, mais en voulant dire une sortie au resto ou à peu près. En voulant dire, ça va être pas nécessairement une grosse affaire, honnêtement. Euh, mais là, c'est d'évaluer est-ce que tu sais, vous voulez manquer une bonne opportunité qui coche toutes les cases de, exemple, le nombre de chambres, le secteur que vous avez besoin, à côté du travail, une bonne propriété pour quelques dizaines ou peut-être centaines de dollars par mois. Exemple que c'est 100 pièces de plus par mois, 200 pièces de plus par mois. Tu sais, c'est pour ma part, moi je cracherais pas ou je laisserais pas tomber une propriété qui va me coûter 200 pièces de plus par mois, puis si c'est un coup de cœur puis une bonne opportunité. Fait que mon point pour répondre à votre question, c'est que tu sais, c'est toujours important d'avoir les bons chiffres et les bonnes informations pour comparer. Après ça, ça devient plus simple de justement euh, de se donner une idée, mais si je peux, tu sais, c'est vraiment vague comme question, mais tu sais, je dirais, tu sais, comme on disait tantôt, le prix moyen des propriétés, c'est entre 450 puis 475. Tu sais, je dirais, encore une fois, tu sais, c'est vraiment, ça va être pas une bonne réponse, mais ça dépend de ce que vous recherchez. Là. Quelqu'un qui recherche un condo, c'est clairement pas 500 000, fait que ça n'a pas de sens, c'est ce que je veux dire. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'options quand vous êtes dans le quand vous commencez à être dans le 475 en montant, entre 475 et 525, c'est vraiment là qu'il y a le plus d'options. Encore là, tu sais, il peut y avoir des bonnes options à 420, il peut y avoir des condos intéressants à 310, tu sais, je pourrais pas vous dire c'est quoi, c'est vraiment dépendamment de votre situation, là. Je sais que c'est pas la bonne réponse, mais si jamais vous voulez reposer la question d'une autre façon, je vous invite à le faire. Je pense que j'ai un peu répondu à votre question, mais je pense qu'il me manquait un peu d'informations, là. Euh, Vers qui vous tournez pour aller pour une préapprobation? Ben oui, c'est une très très bonne question, puis je suis content que vous l'ayez posée. Puis ça s'adresse à tout le monde ici, très très important. Hum, Là, je sais que je vais faire un détour avec ça, mais c'est important que vous le sachiez. Malheureusement, puis je vous le dis juste par expérience, malheureusement, c'est quand même assez fréquent de tomber sur des gens à la banque ou des courtiers hypothécaires ou quoi que ce soit qui sont pas bons, je vais le dire comme ça. Puis quand je dis qu'ils sont pas bons, c'est rien de personnel, c'est que malheureusement, ils vont juste donner des lettres de préapprobation comme si c'était des bonbons. Fait que vous, exemple, en tant que premier acheteur, vous partez à la recherche d'une maison, exemple, vous pensez que vous pouvez acheter pour 400 000, puis finalement, ben, votre vrai maximum, c'était 275. Fait que pendant des mois et des mois, vous regardez pas les bonnes propriétés, vous faites un œuf sur une propriété, faites un exemple l'inspection, quoi que ce soit, vous faites tout le processus pour vous rendre compte finalement que ça marche pas. Fait que c'est une grosse perte de temps, puis c'est vraiment décevant, je peux vous le confirmer. Ou à l'inverse, c'est aussi arrivé la semaine dernière avec un client. Le client était prêt à approuver pour 430 000. Puis ça fonctionnait pas avec ce qu'il recherchait. Pour lui, son secteur, puis sa gamme, le type de propriété qu'il voulait, c'était plus dans le 550. Fait que, il pensait abandonner le projet ou mettre ça complètement cloté. Fait que j'ai dit, écoute, regarde avec notre courtier hypothécaire. Puis quand je dis le courtier hypothécaire, on n'a pas de courtier hypothécaire, c'est vraiment juste notre partenaire, une personne avec qui on travaille. On a dit, regarde avec le courtier hypothécaire avec qui on travaille, c'est juste pour être certain. Puis comme de fait, la personne à la banque avait oublié plein de trucs qui faisaient en sorte que
clairement le monsieur qualifiait pas pour un plus haut montant. Il avait oublié les allocations familiales. Les allocations familiales, ça peut être pris en compte dans votre revenu. C'est de l'argent que vous recevez, exemple, si vous avez des enfants. La personne, je pense que c'est CIBC ou TD, peu importe, l'avait pas pris en compte. Erreur de débutant. À cause de ça, mon client pensait qu'il ne pouvait pas acheter. Fait que, bref, il regardait avec le courtier hypothécaire, puis ce client-là, ben, il a eu, en 2 jours, il a eu sa lettre de préapprobation pour 550 000 parce qu'il pouvait bel et bien qualifier pour 550 000. C'est juste que l'autre personne avait complètement oublié de rentrer les allocations familiales. Puis en plus de ça, le courtier hypothécaire, il avait obtenu un meilleur taux d'intérêt. Fait que tout ça pour dire, on travaille avec un courtier hypothécaire qui est très, très qualifié, qui est extrêmement bon. Il est dans le top 10 au Canada. C'est littéralement une machine, je vais être honnête avec vous. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à planifier une rencontre directement là, dans notre agenda, dans le lien que je vous ai donné un petit peu plus tôt, puis on va pouvoir vous introduire à ce courtier hypothécaire-là. Il peut vous aider avec ça. Une différence aussi avec le courtier hypothécaire, je n'ai pas mentionné, mais le fait qu'il travaille 7 jours sur 7, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Ce que je vous ai parlé, c'est que s'il y a un coup de cœur un samedi matin, ben personne à la banque qui va vous répondre. Versus le courtier hypothécaire travaille 7 jours sur 7. Puis le processus est beaucoup plus simple et rapide avec un bon courtier hypothécaire, dont exemple le note. Il y a des gens qui me disent que ça fait genre 3 semaines qu'ils attendent pour leur lettre de préapprobation avec leur banque, puis ils n'ont pas de nouvelles. En réalité, avec un bon courtier hypothécaire, ça peut être fait en une journée, 2 journées, là. Fait que c'est encore une fois, c'est plein de petits détails qui font en sorte que le processus est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, facile quand il y a les bons outils ou les bonnes personnes tu sais, qui guident à travers le processus. Merci, Josiane, c'est très, très apprécié. Avantages, désavantages d'une nouvelle construction, ancienne construction, bonne question. La première des choses que je dirais, c'est que surtout je vais dire comme ça, qui va décourager pas mal d'acheteurs quand je leur dis ça, c'est que la première des choses, c'est de comprendre que c'est avec les taxes. Une nouvelle construction, puis peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne savez pas, mais une ancienne construction, ben, une propriété de revente qu'on appelle qui n'est pas neuve, ben, il n'y a pas de taxes, mais une propriété neuve, il y a des taxes. Fait que, exemple que c'est une propriété de 500 000, ben, elle va pas coûter 500 000, elle va coûter 575 000. Fait que c'est plus du tout la même chose. Fait que déjà là, c'est de savoir est-ce que vous qualifiez pour une maison qui est de cette gamme de prix-là. Puis comme de fait, ben, bien évidemment, les propriétés des nouvelles constructions vont être de façon générale plus chères. Tu sais, je sais qu'il y en a quelques-unes à 500 000 à Masson-Angers de temps en temps, mais sinon, ça va être pas mal dans le 600, 700, 800, 900 000 en montant. Fait que déjà là, est-ce que ça fonctionne ou pas au niveau du montant que vous pouvez qualifier? Ce serait la première question à se poser. Deuxième des choses, c'est que c'est important de savoir qu'une nouvelle construction, dépendamment du développeur, tout ça, ça vient vraiment, je vais le dire comme ça, de base. Tu sais, l'entrée n'est pas asphaltée, il y a pas de cour arrière, il n'y a pas de clôture, il y a rien. Fait qu'il y a beaucoup, ça monte quand même très, très rapidement. Puis encore une fois, ben, les acheteurs vont souvent faire le saut par rapport à ça. Je dis les points négatifs, mais bien évidemment, il y a les points positifs. C'est sûr que de façon générale, visuellement, ben, ça va être neuf, il va y avoir eu jamais personne d'autre avant vous. Fait que, tu sais, je dirais qu'il y a des pour et des contre. Gardez en tête que dans les deux scénarios, nous, on peut aider des acheteurs. Là, on a déjà aidé une couple de premiers acheteurs cette année, puis même l'année dernière, une dizaine, avec des nouvelles constructions. Puis c'est la même façon, exemple, je sais qu'exemple, on a souvent travaillé avec le développeur Géric qui font des nouvelles constructions un petit peu partout dans le Grand Gatineau. Ben justement, exemple, vous voyez une propriété, vous l'envoyez à votre courtier immobilier. Donc, exemple, quelqu'un comme nous, puis on peut vous représenter pour une nouvelle construction. Puis je dirais que c'est encore plus important parce que on s'entend que un développeur, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui sait compter, il est là pour faire un profit, faire de l'argent. Fait que, tu sais, définitivement, on veut s'assurer de vérifier toutes les choses, qu'il n'y ait pas de problème. C'est important de comprendre, encore une fois, de façon générale, que c'est pas parce que c'est une maison neuve qu'il va y avoir aucun problème. Tu sais, par expérience, on a vu des propriétés. Nombreuses propriétés 1990 en bien meilleure shape et avec pas de problème versus des propriétés 2015-2020. Encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Ça dépend vraiment de chaque propriété. Fait que c'est vraiment de voir individuellement chaque option en espérant que ça réponde bien à la question.
Est-ce que c'est possible pour une personne seule avec un revenu de 100 000 d'acheter une portée? Oui, définitivement que 100 000, c'est plus que, ben, dépendamment de ce que vous recherchez, clairement, tu sais, c'est certain. Mais oui, clairement que, avec 100 000, vous avez définitivement, encore une fois, dépendant, si vous avez 8 autos, puis 2 4 roues, puis un bateau, c'est un peu différent. Mais si vous avez une situation normale, je veux dire comme ça, définitivement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options avec 100 000 de revenus. La seule chose qui est importante à mentionner, très, très important, j'ai pas mentionné tantôt, important de comprendre que, juste parce que ça m'a fait penser à ça, c'est que les banques, eux, ils veulent prendre le moins de risques possible en vous prêtant de l'argent. Donc, où que je m'en viens avec ça, c'est que ils veulent s'assurer que ce soit un revenu qui est stable puis qui est garanti. Donc, quand vous parlez du 100 000 ben, j'ose imaginer que c'est ça, mais peut-être pas non plus, mais c'est pour ça, tu sais, je vous relance la question, puis je vous invite à faire cette réflexion-là. C'est que si vous êtes salarié d'une compagnie, donc peu importe c'est quoi votre métier ou votre secteur ou quoi que ce soit, mais que vous avez une paye qui est, je vais le dire comme ça, qui est garantie, qui est stable, qui est constante, mais les banques vont aimer ça. Du moment que vous avez une lettre d'emploi qui dit, Monsieur, Madame, vous travaillez X, exemple 40 heures par semaine, la banque est prête à vous prêter tout de suite. Tandis que, c'est là que je m'en viens, l'autre côté de la médaille, si vous êtes à contrat, travail autonome, temps partiel, ce genre de choses-là, ben malheureusement, ça, c'est des grosses montagnes russes pour la banque. Tu sais, ils peuvent se dire, OK, ben monsieur a fait 4 000 ce mois-ci, après ça, il a fait 2 000, après il y a 10 000, après il a fait 8 000. Ça, ils n'aiment pas ça. Fait que si vous avez une situation d'emploi qui est comme ça, qui est ben, la banque va demander que ça fasse au minimum 2 ans que vous avez cet emploi-là, puis que vous déclarez les revenus, puis ils vont faire la moyenne des 2 dernières années. Donc, exemple, quelqu'un comme moi, en tant que courtier immobilier, travailleur autonome, un mois, je peux vendre une maison, l'autre mois, je n'en vends pas. Ben, avant de pouvoir m'acheter une maison, il faut que ça fait 2 ans que je suis courtier immobilier. Ça fait bien plus que 2 ans, mais tout ça pour dire que pour ce genre de revenu-là, il faut que ça fasse un minimum de 2 ans. Mais si vous êtes salarié, du moment que vous êtes à temps plein de façon permanente, la banque va vous prêter tout de suite. Mais pour répondre à votre question, vous avez définitivement beaucoup, beaucoup, il y a clairement, encore une fois, dépendant de ce que vous recherchez, mais vous avez clairement beaucoup d'options avec ça, là. Merci, Médéric. Ça fait super plaisir et Yasmina. Puis je suis content que les réponses ont été claires. Merci, Jordy, aussi, c'est très, très apprécié. Fait que, à moins que quelqu'un d'autre a des questions, je vous remercie tous pour votre temps. Encore une fois, j'invite chacun et chacune de planifier une rencontre directement avec notre équipe pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur votre situation, voir comment qu'on pourrait vous aider. Puis s'il y a des questions qui vous viennent en tête au cours de la soirée, cette fin de semaine, quoi que ce soit, il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez surtout pas. Puis encore une fois, dernière chose, je vais m'assurer d'envoyer par courriel à tout le monde, pour même les gens qui ont manqué aussi la rencontre, euh, l'enregistrement de la formation de ce soir. Suite à ça, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Fait que merci encore à tous pour votre temps, puis je vous souhaite une excellente soirée.